Bonjour et merci de votre fidélité. On va parler politique avec Daniel Zaidani. Bonjour. Bonjour Anne-Constance, comment allez-vous? Très bien, et vous? Vous avez passé des bonnes vacances? Eh bien écoutez, oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas revus depuis le mois de juillet. Ah ben, pour moi, c'est la grande rentrée politique en venant sur votre plateau et ça me fait très plaisir de vous revoir. Eh bien merci beaucoup et merci de cet honneur. Ma première question, puisqu'on parle politique, avant qu'on parle de la crise de l'eau, parlons des Jeux des îles. 39 médailles, bon dernier du classement, pas d'hymne, pas de drapeau, pas sélectionné dans les 2 prochaines éditions pour organiser le Jeu des îles. Le constat est décevant, je suppose? Ben, en fait, il y a plusieurs aspects. Effectivement, on constate que nos sportifs sont en progression, Oui. puisqu'ils sont beaucoup plus performants. Même si je note quand même que le finish, parfois, n'est pas au rendez-vous, puisqu'on a quand même raté pas mal de médailles d'or. Et ça, je crois que, quelque part, le volet, l'aspect psychologique est fort, puisque vous savez, en sport, ça se joue sur pas grand-chose. Oui. Donc, il faut que toutes les conditions soient réunies. Costao disait que la délégation était très jeune, que c'était pour la plupart des sportifs leur première compétition internationale et que du coup, ils avaient 4 ans pour être de encore meilleurs sportifs et également mûrir sur cet aspect psychologique. Oui, bien sûr. Mais il faut aussi que nos sportifs puissent partir dans ces Jeux dans des bonnes conditions. Et pour moi, lorsque vous avez le slogan des Jeux qui est l'unité dans la diversité, on voit bien que cette unité n'est pas réellement au rendez-vous, puisque réglementairement, on ne laisse pas la possibilité aux Mahorais de s'exprimer pleinement. C'est la raison pour laquelle moi je dénonce véritablement l'immobilisme qui est palpable depuis plus de 12 ans, puisque je constate que ces 4 derniers Jeux, la charte des Jeux n'a pas évolué. Il est nécessaire quand même de dénoncer cette inaction de l'État. Je me rappelle, comme si c'était hier encore, la ministre de l'Outre-mer qui répondait à Mansour Kamordine à l'Assemblée nationale que la charte est la charte et que dans la charte, c'est soit on joue avec la Réunion, soit on joue sans rien. Donc ça veut dire qu'au niveau, sur le plan national, on a quand même des personnes de notre gouvernement qui ne prennent pas conscience de l'humiliation que subissent les Mahorais et qui l'entretiennent. Et je dis bien qu'ils l'entretiennent parce qu'il appartient au gouvernement de faire évoluer la charte des Jeux des îles, chose à laquelle je me suis attelé pendant mon mandat de 2011 à 2015, dont j'avais énormément échangé à l'époque avec Lurel, qui était ministre des Outre-mer, qui comprenait l'humiliation des Mahorais, mais qui pour autant ont finalement privilégié la géopolitique aux dépens des Mahorais. L'intérêt de la France aux dépens de l'intérêt des Mahoraises et des Mahorais. Je dis cela clairement parce que, au final, vous l'avez vu, en 2015, le choix du gouvernement a été plutôt de faire passer en force le drapeau et l'hymne national parce que nous étions sur un territoire français, puisque je rappelle, en 2015, les Jeux se déroulaient à La Réunion, mais ils n'ont pas voulu interférer dans la charte. Moralité, 2019-2023, sur un territoire non français, la charte a été respectée et finalement, cela s'est fait aux dépens des Français. 2027, vous l'avez tous entendu, les Jeux seront aux Comores. Politiquement, il est pour moi inconcevable que une délégation de Mayotte part aux Comores dans ces conditions. Donc, évidemment, nous avons 4 ans maintenant pour faire entendre au gouvernement français qu'il est temps qu'il pose enfin cette question de révision de la charte. Parce que, je le rappelle, seul le gouvernement peut faire évoluer la chose en présentant la demande. Or, toutes les réunions de la Commission des Jeux des îles, la France n'a jamais posé la question du changement de la charte. Mais alors, qu'est-ce qu'il ferait... Malgré les demandes des élus mahorais. Mais donc, ça veut dire qu'on n'a pas su nous-mêmes, mahorais, nous faire entendre? Parce que pourquoi demain, la France ferait, le gouvernement ferait quelque chose qu'il a refusé de faire jusqu'à présent, alors qu'il l'a promis? C'est la raison pour laquelle je dis que nous devons user de tous les moyens
pour pouvoir faire évoluer les choses. Évidemment, le président Ben Issa ne peut pas le faire tout seul. Il va falloir également que les parlementaires mouillent la chemise. Mais il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il que le gouvernement soit prêt à changer, à faire passer d'abord les intérêts des Mahorais aux dépens des intérêts de la France. Parce que la réalité, nous la connaissons. J'ai parlé de géopolitique. Bien sûr. On constate évidemment que la France se fait évincer pays après pays du continent africain. On voit que la France s'accroche aux Comores, puisque, on le sait, si le président Azali aujourd'hui est président de l'Union africaine, ça a été avec le soutien fort de la France. La France a tous les moyens de faire changer cette charte en présentant cette question. Mais si elle ne veut pas le faire, c'est parce qu'il y a une politique, une géopolitique entre l'État français et l'État comorien qui font passer les intérêts des Mahorais après. Alors, donc, si j'ai bien compris, Daniel Zaidani, pour que ce soit très clair pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, si on doit aller aux Comores sans hymne national et sans drapeau, on n'y va pas. Si j'étais le président du conseil départemental, oui, je ne présenterais pas une délibération pour financer le déplacement d'une délégation de sportifs pour aller aux Comores dès lors où nous n'avons ni drapeau ni hymne. C'est très clair. Autre sujet dans l'actualité, Daniel Zaidani, la crise de l'eau. C'est pas possible de vous avoir sur le plateau sans en parler. Des tours d'eau qui sont programmés, mais des coupures qui sont souvent plus longues. Des habitants d'un peu partout sur le département qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'eau au robinet en dépit des coupures et des remises en eau. Des annonces du gouvernement. Est-ce que cette crise est bien gérée ? Écoutez, ce matin, à ma grande surprise, j'ai eu de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref, en tout cas, j'ai eu de l'eau. Mais pour être un peu plus sérieux, cette crise est très inquiétante. Elle est d'autant plus inquiétante que les conséquences annexes sont de plus en plus nombreuses. On voit dans le secteur de l'agricole. Je pense véritablement que on va avoir une crise au niveau scolaire avec les écoles qui risquent de fermer puisque énormément d'établissements ne sont pas forcément raccordés au chemin de l'eau. Il y a également au niveau économique des emplois qui risquent d'être supprimés puisque vous savez, si l'activité économique n'a pas accès à l'eau, forcément il y a des activités qui vont cesser. Bien sûr. Donc derrière, c'est une vraie crise économique qui est en perspective. Et au final, il est important qu'on puisse apporter des solutions rapides et pérennes. Bon, évidemment, on peut parler des infrastructures à réaliser, etc. C'est une bonne chose, mais il va falloir aussi que pour cela, qu'on puisse faciliter la législation pour que les choses aillent plus vite. On est dans l'urgence, donc il y a une nécessité de reconnaître une situation d'état d'urgence pour pouvoir débloquer des moyens exceptionnels en cette période de crise, parce que pour le moment, je n'ai pas le sentiment que l'État réalise que nous sommes en situation de crise. De la même manière, je tiens à rappeler que sur une population recensée de 300 000 habitants et estimée à 500 000 pour les autres, on ne peut pas considérer que seules 30 000 personnes sur ce territoire pourront avoir des bouteilles d'eau dans cette période de crise qui s'annonce. Sincèrement, il y a là aussi il doit y avoir une égalité dans la distribution de l'eau. Moi, vous le savez, je considère qu'on ne peut pas, dans le même temps, continuer à dire que les factures doivent être payées dans leur intégralité, alors que les recommandations de l'ARS et voire même des syndicats des eaux, c'est de demander à tous les usagers de faire d'abord couler l'eau avant de l'utiliser. Et de la faire bouillir pendant 5 minutes avant de la boire. Et effectivement, donc on ne peut pas nous demander de faire couler l'eau et ensuite, lorsque la facture arrive, de nous dire de la payer dans l'intégralité. Il y a une nécessité qu'effectivement, un certain nombre de mètres cubes d'eau puissent être gratuits pour tous et cela me semble raisonnable. De la même manière, tous les villages dans lesquels il a été identifié que l'eau était improbe, il me semble qu'on ne peut pas demander à la population de ces villages-là de payer cette eau improbe. Ça n'a aucun sens. Donc, à un moment donné, il faut que le préfet qui siège, qui préside le comité de l'eau, doit aussi, dans les décisions, impulser des décisions beaucoup plus justes. De l'eau pour tous,
distribution d'eau pour tous et distribution d'eau en priorité pour ceux qui ont de l'eau impropre au robinet. De la même manière, quel que soit le niveau de rémunération de ces personnes-là. De la même manière, gratuité de 1, 2 ou voire des 3 premiers mètres cubes d'eau, parce qu'il est nécessaire aussi d'être rationnel par rapport aux propos et aux recommandations qui nous est demandées. Alors, une intersyndicale s'est constituée sur la question de l'eau, demande audience au préfet pour aborder les différents aspects que nous venons d'évoquer, et demande également que les indemnités des élus du syndicat des eaux soient supprimées parce qu'ils ont manifestement pas fait le travail. Il demande également à ce que les élus soient mis devant leurs responsabilités défaillantes sur la question de l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Zaidani? Moi, je pense que... moi, je n'ai pas spécialement envie de rentrer dans ce débat-là. Moi, ce qui compte, c'est quelles sont les solutions concrètes pour la population. C'est pour ça que je focalise plutôt mon propos là-dessus. Aujourd'hui, nos enfants, nos familles sont en grande difficulté et nous avons besoin d'être accompagnés. Le conseil départemental sont en train de travailler sur des mesures à mettre en place pour la continuité de service, parce que nous sommes conscients également que les ouvertures d'eau par rapport à l'activité professionnelle, il y a une contradiction et il y a des difficultés en particulier pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de pouvoir garantir comment on va dire ça, de stocker l'eau de manière pérenne chez eux s'ils vont dans leur travail. Donc là, on essaye de réfléchir sur les aménagements qui vont pouvoir être faits, mais ça, c'est le conseil départemental. Mais tous les travailleuses et les travailleurs sont dans ce contexte-là. Il y a également, encore une fois, une nécessité d'accompagner cette population. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la distribution de l'eau, mais il ne faut pas non plus qu'on vise exclusivement, comme on aime trop le faire par moment, les populations dites les plus pauvres, donc les clandestins, au détriment de ceux qui ont véritablement des factures qu'ils payent et qui ne comprennent pas pourquoi eux ne sont pas accompagnés. Alors justement, vous voyez dans l'image qui est derrière vous, c'est une distribution d'eau à Cavani qui a été particulièrement mise en difficulté ces derniers jours, où les citernes arrivent sans planification, les habitants ne sont pas prévenus, donc quand la citerne arrive, un peu comme là, c'est la bousculade, et seuls les plus forts arrivent à accéder au robinet de la citerne. Ils ont souvent, c'est les témoignages qui sont nombreux, 5-6 jerrycans qu'ils remplissent, et puis les plus faibles, c'est-à-dire les personnes âgées, les femmes, n'ont pas d'eau. Vous savez, on voit bien que l'anarchie règne un petit peu en cette période de crise. De la même manière, la SMAE, je pense que tous les 2 jours, essaye de changer de directeur de communication, puisqu'on voit bien que le premier tableau qu'ils nous ont envoyé était illisible, le deuxième non plus, le troisième, on nous a mis oui, non, haut, pas haut. Bon, on voit qu'on finit par comprendre qu'il faut aussi s'adapter à la réalité du terrain. Et là aussi, c'est pas acceptable qu'on en arrive là et qu'il n'y ait pas d'organisation plus affinée sur la distribution de l'eau. Donc, je pense qu'on n'en serait pas là aussi si véritablement les constructions avaient été faites déjà. Évidemment. Mais je rappelle, moi, ce qui me choque, parce que j'habite en Petite Terre, c'est l'histoire quand même de la station de dessalement de Petite Terre qui a coûté 13 millions d'euros ces dernières années, qui a une opacité absolue sur ce dossier, qu'on se refuse de faire la lumière sur les ratés qu'il y a eu, alors que dans le même temps, je vois avec quelle sérénité les procureurs s'acharnent sur les élus dès lors où il y a un marché qui n'a pas été respecté, tant bien même qu'il s'agit de 5 000, 10 000 ou 30 000 euros. Là, nous parlons de 13 millions d'euros. Et là, la préfecture ne se saisit pas du dossier, les juges ne se saisissent pas du dossier. Il s'agit d'une grande entreprise internationale, il ne faut pas les bousculer. Donc, encore une fois, je pense que il va falloir véritablement que le souci premier de tous soit la population. Il ne faut pas qu'on s'intéresse aux uns mais on ne s'intéresse pas aux autres, qu'il y ait une vraie égalité sur ce terrain et qu'il y ait un vrai partage équitable de l'eau. Moi, je le dis encore une fois, nous sommes 300 000 officiellement, voire 500 000 de manière moins officielle. Et pour cela, on ne peut pas, un ministre ne peut pas venir sur le territoire de Mayotte et de nous dire qu'il va s'intéresser à 30 000 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas sérieux. Et aucun
Et nous le savons bien que ce même ministre n'oserait pas tenir de tels propos en France métropolitaine. On est d'accord. Donc, respectons les Mahorais. Il y a une crise de l'eau, certes, mais maintenant, si on doit mettre en place des mesures, ces mesures doivent s'appliquer à tous. Alors Daniel Zaidani, ce sera ma dernière question parce que le temps tourne. Les élections sénatoriales arrivent à grands pas, c'est le 24 septembre. Alors vous n'êtes pas candidat aux élections sénatoriales. En revanche, vous allez voter pour qui, Daniel Zaidani? Et vos partisans, vos proches vont voter, je suppose comme vous. Votre choix se porte vers qui? Vous savez, ces élections arrivent à grande vitesse. En tout cas, si vous me cherchez, demain, je serai au grand rassemblement qu'organise Saïd Omar Wali à Dembéni dès 10h. Donc j'invite tous ces sympathisants ou les curieux à venir et à découvrir véritablement le futur sénateur à qui nous devons donner notre confiance. Parce qu'il a toutes les qualités requises pour faire le job. Il nous les a montrés ces 20 dernières années à travers tous les postes qu'il a occupés. Et c'est pour cette raison que je le soutiens, parce que nous ne pouvons plus nous permettre à avoir des côtés partisans sur une question territoriale qui, on le voit, demande d'avoir des élus performants, efficaces et surtout efficaces immédiatement. C'est le cas de Saïd Omar Wali, que j'ai fait le choix de soutenir dès le début. Mais pourtant, on ne peut pas dire que vous avez toujours été proche. Justement, c'est parce que je crois que ce type d'élection, en particulier pour les parlementaires, on doit investir les personnes qui pourront changer les choses. Vous savez, il y a un an maintenant, Estelle a été choisie par la population majoritairement, alors que quelques temps avant son vote, on ne lui donnait pas cher de sa peau. Et malgré tout, j'avais fait le choix de la soutenir dès le premier tour parce que je percevais en elle la ténacité, la pugnacité nécessaire pour conduire ce poste. Et aujourd'hui, je peux en dire autant pour Saïd Omar Wali. Et c'est pour ça que je demande à ceux qui me font confiance de soutenir Saïd Omar Wali, puisque je pense qu'il saura faire la différence à Paris. Eh bien, écoutez, au moins, c'est hyper clair. Merci à vous. Merci Daniel Zaidani, à bientôt. À très bientôt, puisque vous savez, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels nous n'avons pas pu échanger. Et on verra si finalement, au niveau de l'État, on saura mieux accompagner la population dans cette crise, parce que nous avons besoin de l'État. Mais l'État doit comprendre que la crise frappe tout le monde. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.